Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure française. Et comme d'habitude, le pay-per-view sera disponible uniquement sur le WWE Network. Dans cette vidéo, on va faire un point sur la carte. Actuellement, il y a 7 matchs annoncés pour le pay-per-view de dimanche soir, mais peut-être que d'autres matchs seront annoncés d'ici là. Comme d'habitude, je vais vous donner mon favori pour chaque match, et je rappelle que mon objectif n'est pas vraiment de faire un sans faute, car au final, quand je regarde un pay-per-view, j'aime bien être surpris. Mais l'objectif de cette vidéo est surtout de vous présenter la carte du pay-per-view. Sachant qu'honnêtement, dimanche soir, parmi les 7 matchs qui sont annoncés actuellement, il n'y a aucun match où je suis à 100% derrière un catcheur. Quand tu regardes la carte du show de dimanche soir, tu te dis qu'à chaque match, n'importe quel participant pourrait gagner, et ça donnerait un bon résultat. Après, bien entendu, je ne suis pas toujours pour les surprises. Comme je l'avais déjà expliqué, il y a certaines storylines où on sait clairement qui doit gagner, et là, on ne veut pas être surpris. Je vais citer quelques grandes storylines, par exemple Daniel Bryan à WrestleMania 30. Moi, à WrestleMania 30, je ne souhaitais pas être surpris, je souhaitais, comme tout le monde, que Daniel Bryan remporte le titre, et c'est bien ce que la WWE nous a donné. Donc parfois on va être surpris, et parfois on veut que ce qui apparaît évident arrive. On démarre avec le match pour les titres des États-Unis avec le nouveau champion Apollo Crews, qui va défendre son titre face à l'ancien champion Andrade. Andrade qui a gagné un match à 3 lors du dernier épisode de Raw face à Angel Garza et Kevin Owens pour mériter ce match à Backlash. En toute honnêteté, le règne de champion d'Andrade n'était pas un grand règne, car déjà il avait été blessé et en plus il avait été suspendu durant son règne, donc malheureusement Andrade n'a pas marqué les esprits en tant que champion des États-Unis, et encore une fois le titre était passé au second plan. Derrière on a Apollo Crews qui est passé de SmackDown à Raw, et qui d'un coup nous a sorti de bons matchs, de grands matchs de 20 minutes, où il arrivait à tenir face à des catcheurs crédibles. Et le push de Apollo Crews a été très rapide, même un petit peu trop rapide selon moi. Car Apollo Crews est un excellent catcheur, ça je ne lui enlèverai jamais, mais le problème c'est que pour le moment, Apollo Crews n'a toujours pas de personnage, de personnalité ou de gimmick. C'est un mec sympa qui sourit quand il vient sur le ring, mais honnêtement on ne sait rien d'autre sur Apollo Crews, et comme vous savez moi ça me dérange quand on n'approfondit pas les personnages des catcheurs, c'est notamment la même chose que je reproche à Dana Brooke. Et comme je l'ai dit lors de l'intro, concernant ce match et tous les autres matchs, peu importe le vainqueur, au final ce sera un bon choix. Si on laisse le titre à Apollo Crews, ça lui permettra derrière de se développer et de s'exprimer, mais si on refait gagner Andrade, moi je vous avoue que je serais heureux personnellement. Maintenant, sachant qu'Apollo Crews vient juste de remporter le titre il y a moins d'un mois, je vais miser sur Apollo Crews qui conserve le championnat des États-Unis. Et pourquoi pas une intervention ou une distraction d'Angel Garza durant le match pour faire perdre Andrade, comme ça on pourrait lancer une rivalité entre les deux. On passe ensuite au match pour les titres par équipe féminin de la WWE, avec les nouvelles championnes Sasha Banks et Bayley, contre les Iconics qui ont récemment effectué leur retour, contre les anciennes championnes Nikki Cross et Alexa Bliss. Encore une fois, comme vous le voyez, peu importe les vainqueurs, perso je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix. Alexa Bliss et Nikki Cross sont très attachantes en tant qu'équipe, les Iconics sont détestables et elles jouent parfaitement leur rôle, puis Sasha Banks et Bayley sont tout simplement deux des meilleures catcheuses de la WWE, et en plus le titre ajoute quelque chose à leur rivalité et à leur storyline actuelle. Maintenant, depuis qu'elles ont remporté les titres, personnellement je suis persuadé qu'elles vont les perdre très rapidement, donc je vais miser sur une défaite de Sasha Banks et Bayley ce dimanche à Backlash, et j'hésite vraiment entre les Iconics et Nikki Cross et Alexa Bliss, mais je pense que je vais miser sur les Iconics. Car les Iconics ont été absentes pendant plus de 6 mois, elles n'ont pas été utilisées pendant 6 mois, et ce serait beau de voir que dès leur retour, elles redeviennent championnes par équipe, car comme ça, dès la semaine prochaine, elles pourraient se la péter à Raw, à SmackDown et à NXT, et elles seraient vraiment insupportables, ce qui colle à leur personnage. Et comme elles l'ont rappelé lors du dernier épisode de Raw, les Iconics ont battu Bayley et Sasha Banks à WrestleMania l'année dernière pour remporter justement les titres par équipe féminin. Donc pourquoi pas refaire la même chose cette année à Backlash. On continue avec l'une des meilleures rivalités du côté de SmackDown actuellement, la rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus. Les deux catcheurs s'affrontent à Backlash dimanche soir. Ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait le retour de Jeff Hardy, et Sheamus en avait marre qu'on parle autant de Jeff Hardy, alors que selon lui c'est un drogué et c'est un addict. Tout ça a mené à un accident il y a 2 semaines avant SmackDown, où on avait cru que Jeff Hardy était sous et qu'il avait percuté Elias en voiture. Mais depuis 2 semaines, on comprend qu'en fait c'était apparemment un coup monté de la part de Sheamus. D'ailleurs, d'après les rumeurs, on va avoir le droit à un segment assez controversé entre Sheamus et Jeff Hardy lors du prochain épisode de SmackDown, avec Sheamus qui va demander des échantillons d'urine à Jeff Hardy, etc.
En tout cas, ce sont les rumeurs cette semaine du côté des médias américains. Personnellement, je ne suis pas forcément pour qu'on utilise les addictions de Jeff Hardy à l'écran, mais on est à la WWE, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, et ce n'est sûrement pas la dernière fois. Eddie Guerrero avait expliqué dans son livre qu'il pense que c'est un test de la part de Vince McMahon, car quand Eddie Guerrero avait re-signé à la WWE après avoir été licencié suite à ses addictions, il avait eu un segment dans un bar où il était entouré d'alcool. Et selon lui, c'était un test de la part de Vince McMahon pour voir si Vince pouvait faire confiance à Eddie Guerrero, et une fois que Vince a été rassuré, une fois qu'il a vu que Eddie Guerrero ne retombera pas dans ses anciens démons, il lui a donné le titre de champion Undisputed quelques mois plus tard. Donc peut-être que Vince est en train de faire la même chose avec Jeff Hardy, peut-être qu'actuellement il est en train de le tester pour voir s'il peut faire confiance en Jeff Hardy, et si c'est le cas, on verra peut-être Jeff Hardy avec un titre lors des prochains mois. En tout cas, selon moi, cette rivalité va encore durer plusieurs semaines, elle ne fait que débuter, donc à mon avis, la rivalité va encore continuer pendant au moins un mois, donc selon moi, dimanche soir, c'est Sheamus qui va remporter le match, et la rivalité va continuer, puis par la suite, c'est Jeff Hardy qui va remporter la rivalité. On continue avec le match pour le titre féminin de Raw, avec la nouvelle championne Asuka qui affronte Nia Jax. J'hésite beaucoup par rapport à ce match, car d'un côté, Nia Jax est un petit peu dangereuse ces dernières semaines, et même ces dernières années, j'ai envie de dire, du côté de la WWE, elle a provoqué de multiples accidents, et je ne sais pas si on peut récompenser ça avec un titre de championne. Mais d'un autre côté, justement, Nia Jax est tellement détestée que peut-être que les officiels vont essayer d'encaisser sur la haine autour de Nia Jax en lui donnant justement le titre de championne. Car ce qui est sûr, c'est que derrière, on aurait une heel ultime, une catcheuse qui aurait vraiment la majorité des fans et du public contre elle. Donc encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix par rapport à ce match, mais je vais oser, je vais miser sur une victoire de Nia Jax qui va devenir la championne destructrice de Raw, au sens figuré et au sens littéral. On enchaîne avec les deux matchs pour les titres mondiaux de la WWE, et on va commencer avec le match pour le titre universel, avec le champion Braun Strowman qui défend son titre dans un match handicap face à John Morrison et The Miz. Nous n'avons pas vraiment eu de précision pour le moment par rapport à ce match, mais j'imagine que si The Miz remporte le match, il devient champion, et si John Morrison remporte le match, il devient champion. Après, on peut également imaginer un scénario improbable où The Miz et John Morrison couvrent les épaules de Braun Strowman en même temps, et ils deviennent co-champions. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive à la WWE. Bien entendu, par rapport à ce match, le choix évident paraît être Braun Strowman, surtout que d'après certaines rumeurs, Braun Strowman va reprendre sa rivalité avec Bray Wyatt après ce pay-per-view. La rivalité a juste été mise en pause pendant quelques semaines pour que Bray Wyatt puisse rentrer chez lui et être auprès de sa femme, Jojo, qui vient d'accoucher. Maintenant, je vous avoue que moi, ça me ferait super plaisir de voir John Morrison qui remporte le match d'une manière ou d'une autre et qui devient champion universel de nulle part d'un coup à SmackDown. Car il faut l'avouer, même s'il n'a pas vraiment été pushé en solo ces dernières semaines et depuis son retour à la WWE, John Morrison est malgré tout adoré par une majeure partie du public, et je pense que les fans seraient très heureux de voir John Morrison enfin champion du monde ou champion universel à la WWE. Mais à côté de ça, on a également pu voir The Miz qui était un petit peu le maillon faible de l'équipe Miz et Morrison ces dernières semaines. Donc pourquoi pas avoir par exemple une fin de match où Morrison terrasse Braun Strowman d'une manière ou d'une autre, mais d'un coup The Miz effectue le relais et The Miz rive les épaules de Braun Strowman pour devenir champion. Ça collerait parfaitement au personnage détestable de The Miz, et ça permettrait potentiellement de lancer une rivalité de Miz contre John Morrison. Donc comme vous le voyez, il y a différents scénarios probables, mais malgré tout, je vais miser sur Braun Strowman qui conserve le titre, car malheureusement, je ne pense pas que la WWE va oser mettre le titre sur The Miz ou Morrison lors de Backlash. Et qui sait, peut-être qu'on aura une petite apparition du Fiend à la fin du match. On enchaîne avec le match pour le titre WWE, avec le champion Drew McIntyre contre le challenger Bobby Lashley. Bobby Lashley qui se rapproche de MVP ces dernières semaines et qui s'éloigne de Lana, et on peut voir que directement ça a des effets bénéfiques sur la carrière de Lashley, car il est passé de match dans le mid-card à un match contre le champion. Donc Bobby Lashley qui semble enfin être utilisé correctement pour une fois à la WWE. Honnêtement, Bobby Lashley c'est un monstre, c'est un tueur, et c'est dommage de voir qu'il a un petit peu été utilisé n'importe comment ces dernières années, et qu'il était toujours au second plan. Moi je vous avoue que lors des derniers épisodes de Raw, quand j'ai vu Bobby Lashley et MVP croiser les Street Profits, je me suis directement dit que ça pourrait faire un clan qui a vraiment de la gueule. Mais comme je l'ai précisé, j'imagine que la WWE
ne voudra pas faire de heel turn aux Street Profits, car ils sont adorés par les fans. Du coup, je vous avoue que d'un côté, j'aimerais bien voir une victoire de Bobby Lashley, mais je ne pense pas que la fédération va retirer le titre à Drew McIntyre aussi rapidement, sachant que la plupart des fans attendent depuis des années de voir Drew McIntyre en tant que champion de la WWE. Et pour le moment, la WWE le book très bien depuis qu'il a remporté le titre. Il a eu plein de grosses victoires du côté de Raw. Après, si Drew McIntyre remporte ce match facilement dimanche soir, ça mènera tout de suite à la fin de la rivalité. Donc perso, je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre, mais je me dis qu'on pourrait également avoir un espèce de faux finish avec une disqualification ou une intervention, comme ça la rivalité entre les deux catcheurs pourra continuer. Puis on passe au match qu'on attend tous dimanche soir, ce match qui a été hypé comme le plus grand match de tous les temps, le match entre Edge et Randy Orton, la revanche de leur match à WrestleMania 36 où Edge avait battu Randy Orton. Sauf qu'à WrestleMania 36 c'était une bagarre, les catcheurs ont utilisé des armes, ce n'était pas vraiment un match de catch et c'est justement ce qu'a reproché Randy Orton à Edge. Donc ce dimanche ce qu'on devrait avoir c'est un vrai match de catch et pour info comme vous le savez la WWE a pris l'habitude d'enregistrer certains matchs ou certains shows en entier depuis le début du confinement et dimanche soir il faut savoir que tous les matchs du pay-per-view Backlash seront en direct d'après les médias américains, sauf le match entre Edge et Randy Orton qui a déjà été enregistré dimanche dernier. Comme ça la WWE pouvait être sûre de pouvoir retravailler le match au montage si nécessaire afin de pouvoir sortir le meilleur match possible et d'après les rumeurs, le match sera très long et le match est décrit comme ayant été effectué de la manière la plus intelligente possible. Apparemment ce sera vraiment une vraie bataille de catch entre deux vétérans et qui pourrait passer les 30 minutes. Comme j'en avais parlé récemment dans la cloche avec Christophe Ajus, je suis très curieux de voir le résultat de ce match parce que la fédération nous le vend comme le plus grand match de catch de tous les temps, mais forcément je ne pense pas que Edge et Randy Orton pourront nous sortir le plus grand match de tous les temps. Déjà comme je l'ai expliqué, le catch c'est subjectif, donc c'est très compliqué que tout le monde puisse s'accorder en disant qu'un match est le plus grand match de l'histoire du catch. Et à côté de ça, ça met une pression énorme sur les deux catcheurs et ça place les attentes des fans à un niveau très élevé. Forcément, on s'attend tous à un match incroyable entre Randy Orton et Edge, et j'ai très peur qu'on soit tous un petit peu déçus. Et encore une fois, je trouve que tout est possible dans ce match, car d'un côté, ce serait étonnant de faire perdre Edge qui vient juste de revenir, et qui est en train de nous prouver qu'il peut toujours catcher, mais d'un autre côté, ce ne serait pas illogique de faire gagner Randy Orton, car justement, je veux dire, même si Edge est très bon, Randy Orton, lui, catch non-stop depuis 10 ans, c'est 10 ans ou c'est 9 années que Edge a raté, donc Randy Orton est au top de sa forme, Randy Orton n'est pas rouillé, et en plus Randy Orton est le heel, donc il a plein de petites tactiques, plein de petits tricks qu'il pourra sûrement utiliser pendant le match quand l'arbitre ne regarde pas. Et puis d'un côté on peut également se dire que la fédération va souhaiter donner la victoire à Randy Orton, comme ça les catcheurs seront à une victoire chacun. Donc soit on arrête la rivalité à égalité, soit on continue avec la belle, avec un troisième match lors d'un prochain pay-per-view, mais là alors il faudra une stipulation vraiment énorme. Par exemple un Hell in a Cell match. Donc personnellement je vais choisir Randy Orton car je pense tout de même que la WWE ne va pas donner deux grosses défaites d'affilée face à Edge à Randy Orton. Mais par contre si le match dure très longtemps et qu'on a un grand match, Edge en ressortira tout de même grandi. Car d'un côté on peut comprendre qu'il perd le match car comme je vous l'ai dit il n'était pas là pendant 9 ans. Donc on peut comprendre qu'il est un petit peu rouillé au niveau de son catch. Mais par contre s'il arrive à nous sortir un très grand match et à tenir face à Randy Orton, bah on pourra dire que malgré ces 9 ans qu'il a raté, il est tout de même quasiment toujours au niveau de Randy Orton, ce qui est remarquable. Donc voilà pour ce dernier match, je mise sur Randy Orton, mais comme je vous l'ai dit, tout est possible. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Bien entendu, on se retrouve dimanche à 20 h sur la chaîne YouTube Catch Club pour un live kick-off WWE Backlash. Ciao tout le monde!